I don't feel uncomfortable. I just think, I mean, I don't want this to sound offensive. I don't mean it offensively at all, but I just think that one has to be very careful to remember you have to remember in yourself that you're not what people think of you. Do you know what I mean? You're not, okay, you are technically a rock star or you're famous or something, but you know, that doesn't define your personality. That's not what you are. Do you know what I mean? You're just a person. Do you know what I mean? That's all. I don't know if that makes any sense. We mustn't forget the fact that children are being battered and beaten around and Yeah, that's the point I want to psychologically make. abused. That for generations, families have been brought up on stories such as this one that my father told me he learnt in school when he was a child. The priest stood up and said once there was a boy who wouldn't go to confession, and his priest warned him that if he didn't go to confession he'd be burnt in the fires of hell, and this boy didn't listen and didn't believe him, and this boy died in an accident and hadn't gone to confession and didn't listen to his priest, and that a few years after this child had died, the priest said that he woke up, one night and with his bed on fire, the priest's room was on fire, and that he could hear this terrible screaming coming, you know, from somewhere, and that when the fire was finally put out, there were found 2 little handprints in the end of the priest's bed clothes, that the child had come screaming back from hell to have his confession heard. And these are the type of horror stories that the parents of Ireland were brought up on. These things were used to manipulate children for generations back. It's all about child abuse, basically. And what I'm saying is that I think that it also perpetuates child abuse in the sitting room, and the keeping silence keeps. By the way, so. I must say, it takes great courage to speak up like you speak up and like you speak up. So. I've known hundreds of you people who have been victims, and the threat of talking up again is that people will re-victimize you. Yeah. And say, oh, well, it's not so bad, and why don't you let it go, etc. Well, because in the rather than reforming ourselves. Yeah. And I'm not about blaming people or attacking people, and I can see now that it's not all the church, but what I'm saying is that you've got to be allowed to acknowledge what's really happening so that it can be grieved. And that's right. Yes. That for me in my life, people do say switch off and let go, but no, because you must hear this. This is why you as a priest, you must hear this. That why it affects me, and why you can't just flick a switch is because, like Eddie was saying earlier on, it affects you in the now, all your relationships for the rest of your life. And that is, to me, against God. You know, God gave us life so that we can feel alive and good and love people and love each other. But if we haven't been shown that example by the Christ figures, be they parents or priests or whatever, we can't carry that on, you know what I mean? Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war until there's no longer first-class or second-class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. I've got to say war. That until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, I say war. Until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, and the rule of international morality will remain just a fleeting illusion to be pursued but never attained. And everywhere is war until the ignoble and unhappy regime which holds all of us through child abuse, yeah, child abuse, yeah, subhuman bondage has been toppled, utterly destroyed. Everywhere is war. War in the east, war in the west, war up north, war down south.
there's war and the rumors of war. Until that day, there is no continent which will know peace. Children, children, fight. We find it necessary. We know we will win. We have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy. Il y a ce fabuleux film de Carlos Teodoro Dreyer, de la Passion de Jeanne d'Arc, où on voit ce personnage historique fantastique, Jeanne d'Arc, qui avait réussi justement à mettre les Anglais dehors de la France, qui avait été adoubé, anobli par le roi, je ne sais plus c'était quel roi, Charles, je ne sais plus quel, et qui au fil de sa vie, ou bien vers la fin de sa vie, était traité d'hérétique et qui fut brûlée vive par l'église catholique parce qu'elle était traitée d'hérétique et tout. Et cette même église catholique qui 400 ans après l'a canonisée, l'a fait sainte et tout. Quand tu regardes un peu ce film-là, quand tu regardes même l'histoire, même les livres historiques de Jeanne d'Arc, eh ben, l'histoire de Sinéad O'Connor est très similaire à cette femme-là. Sinéad O'Connor, elle est un peu la Jeanne d'Arc de l'industrie musicale. Son parcours de vie, ses convictions qui ont fait qu'elle ait une vie... et ses traumas aussi, ses traumas d'enfance qui sont vraiment innombrables, me fait toujours penser qu'elle est la Jeanne d'Arc de la musique. C'est même amusant de se dire qu'elle avait toujours ce coupe rasé et tout qu'elle avait, tout qui faisait un peu penser à un garçon manqué, justement par rapport à l'éducation qu'elle a eue avec sa mère, qui était un peu, on va être un peu poli, mais une femme un peu avec la qualité douteuse par rapport à l'abus sexuel qu'elle a fait à son enfant, qui a été traumatisante pour cette femme-là, dont elle a vécu un traumatisme toute sa vie par rapport à ça. Et aussi les abus sexuels qu'elle a vécu aussi quand elle était au couvent de religieux, qu'elle a vécu aussi, qui a été traumatisante pour elle. Elle est la Jeanne d'Arc de l'industrie musicale. Cette femme-là, quand elle sort ses albums, je parle surtout des deux premiers là, de Lion and Cobra, et le deuxième là, le génial là, qui a vraiment été son plus grand succès, I Do Not Want What I Haven't Got, avec notamment le tube Nothing Compared to You, mais je n'ai pas envie de la résumer avec ça. Résumer à ce son là, elle est bien plus que ce son là, elle est bien plus que ça. C'est une artiste incroyable. Sinéad O'Connor, on peut pas seulement la résumer à ce son là. Je trouve un peu que c'est ridicule de la résumer à ce son là, qui à la base est un son de Prince qu'il avait écrit et qui lui a donné, qu'elle a transformé un peu à quelque chose de plus mystique, là où Prince c'était beaucoup plus sensuel. Et c'est vraiment son histoire est plus qu'émouvante, et en même temps aussi il y a quelque chose qui me fait vomir un peu par rapport à sa mort là, mais je le dirai un peu vers la fin du truc. Mais quand tu regardes son histoire, elle est vraiment une histoire triste et très triste par rapport à quand tu regardes un peu le parcours de cette dame.
à la fin des années 80-90, cette femme avait le monde à ses pieds. C'est-à-dire, quand tu lis un peu tout ce qui se passait à l'époque, là, elle avait le truc, le deuxième album, là, Don't Want tout truc, avait vendu 7 millions dans le monde. Elle avait le monde, tu la voyais invitée chez Letterman, tu voyais le truc, elle était labellisée comme la prochaine nouvelle rockstar par rapport à des trucs, mais tu sens que dans son mindset, elle n'était pas dans cet objectif-là. Elle était vraiment influencée par, comme elle le dit un peu dans ses interviews, généralement, que moi, je me vois comme une artiste engagée. Et ça s'est vu un peu par rapport à son engagement très violent contre les abus sexuels des enfants, et où elle dénonçait déjà l'église catholique. Quand elle fait son truc justement au Saturday Night Live là en 92, où elle déchire le truc du pape, c'est pas seulement un shock value, mais quand on voit un peu les discours du pape par rapport à les accusations de pédophilie que certains prêtres du Vatican, ce qui cachait, on peut ne être horrifié aussi par ça. Et à l'époque, c'était pas vraiment c'était tabou d'en parler. Et cette femme-là, qui est au firmament de son succès, au firmament de son truc, n'hésite pas à parler de ce truc-là. 10 ans avant, c'est après 10 ans, les années 2000, au début des années 2000, qu'on a commencé à parler des délits de pédophilie. Maintenant, quand je vois même les trucs sur Epstein et tous ces gars-là, et tout, je me dis, merde, cette femme-là, elle avait parlé d'un truc à l'époque, c'était tabou. Dans les années 90, tu n'en parlais même pas. L'église catholique, c'était sacré. Et regardez ce qu'elle en a appris après. Elle a été attaquée de partout pas. Vous avez vu le concert qu'elle devait faire 2 semaines plus tard après pour le concert en hommage à Bob Dylan, où Chris Christopherson qui l'amène sur scène, elle se fait huer justement par rapport à ça. J'ai même un peu coupé dans le montage et autres et tout, et justement elle chantait la chanson de Bob Marley, War, qu'elle avait fait déjà au Saturday Night Live pour répondre vraiment à tous les... C'est littéralement l'histoire d'une Jeanne d'Arc, l'histoire de la musique. Alors que c'est aussi une fabuleuse artiste. Et ça là, ce que je voulais trouver, ce que je trouve un peu dégueulasse un peu là-dedans, dans cette histoire-là, c'est comment elle, non seulement elle fut blacklistée pendant longtemps, mais aussi c'est le bal des faux culs depuis qu'elle est morte. Et j'ai trouvé ça dégoûtant. Les tributes, les hommages sur Sinéad O'Connor depuis qu'elle est morte. Mais c'était à vomir. Tous ces gars de l'industrie qui l'ont blacklisté, qui l'ont traité de folle, qui l'ont traité de tous les noms. Oh, c'est une cinglée. Oh, c'est une hérétique. Oh, c'était le truc. Je me rappelle le nom de Sinéad O'Connor, c'était vu comme nom de cinglée. J'ai dit non, cette femme-là, elle n'a pas tous ses sens, elle a perdu toute sa tête. Vous voyez un peu tout ça? On lui a fait tout. C'est dès qu'elle meurt, tu vois les Piers Morgan, tu vois tous les gars. Toute la clique de faux cul venir nous expliquer que oh à quel point elle était une rebelle, oh à quel point elle était incroyable, oh à quel point elle était courageuse. Alors qu'à l'époque où elle avait vraiment des problèmes, je me rappelle encore de cette vidéo où elle avait posté justement quand elle parlait de vraiment des maladies mentales qu'elle avait et tout. Après, comment elle s'était fait aussi exploiter par le docteur Phil, là, c'était tout, en fait, tout ce qui arrivait autour de cette femme était absolument dégoûtant. Dégoûtant, elle me fait même dégoûter de cette industrie musicale, show business, qui est au-delà du maléfique, qui t'adoube quand tu es en haut, te crache quand tu es en bas et te réadoube quand tu meurs parce que tu es plus profitable mort que vivant, en te faisant un peu une sorte d'image martyre. Le truc de Piers Morgan là, c'est horrible ce que j'ai vu, parce que ce gars là, Piers Morgan, c'est vraiment la dernière des enflures, ce mec là.
C'est terrible ce que j'ai vu là. J'ai même vu que c'est-à-dire son YouTube, je me rappelle son YouTube, il y a quelques mois, c'était à 400 000 ou 300 000 abonnés. C'est passé à 1 million. À sa mort, c'est passé à 1,15 million d'abonnés. C'est incroyable. De son vivant, on n'a pas aidé cette femme-là. On n'a pas aidé cette femme-là. Maintenant, tout le monde vient faire son bal de faux cul. Mais je comprends parfaitement un peu l'attitude que... je pense que ça c'est un peu le truc qui va arriver à aussi un autre personnage des années 80 qui a un peu, je dirais un peu le même parcours que Sidney O'Connor, qui est complètement truc, c'est Terence Trent D'Arby, qui s'appelle maintenant Sandhya Mandranya. Je pense qu'on va faire aussi le même truc à ce mec-là. Quand il va mourir, on va lui faire le même bal de faux cul. Le même bal de faux cul. C'est horrible ce genre de conneries-là. Ça me dépasse ce que je vois là. Ça me dépasse. Ça a gerbé. C'est pour ça que moi, quand elle est morte, par décence, je n'ai même pas voulu faire Rest in Peace. Parce que j'ai dit, oh non, c'est une connerie. J'adore Sidney O'Connor. Mais je n'ai pas voulu participer à tout ce cirque-là et autres. Tout comme vous le voulez voir, même sur mon post que j'avais fait à l'époque là. Sur mon post que j'avais fait à l'époque là, je n'ai pas voulu participer à ce bal de faux que j'ai dit, je vais faire un sujet, je vais prendre mon temps pour faire un beau sujet sur elle, pour la rendre hommage, mais pas faire le bal de faux cul, et je vais attendre très longtemps avant de le faire. Et je me suis dit là, c'est le bon moment, je vais le faire. C'est pour ça que je fais ce sujet sur elle. Et c'est au-delà du horrible, c'est au-delà du horrible. C'est que cette femme a vécu. Et ici encore aussi une anecdote que j'aime bien aussi parler un peu par rapport à son vécu, c'est vraiment l'altercation qu'elle a eue avec Prince. Et si vous avez vu mon sujet sur Prince, je vous avais déjà fait, n'hésitez pas à le regarder, il est toujours disponible et tout là. Mon sujet sur Prince est un immense artiste, c'est un génie musical, c'est quelqu'un que musicalement il est admiré, mais humainement c'est quelqu'un que j'ai toujours trouvé limite, pour ne pas dire dégoûtant comme le truc. Et dans le bouquin qu'elle avait sorti là, Remembering là, qui est sorti en 2021, elle parlait un peu de tout son parcours et autres, tout. Je vous conseille de le regarder, il est vraiment magnifique aussi ce bouquin là, qui a été un best-seller même d'ailleurs. Quand il est sorti il y a 2 ans, 3 ans maintenant, il y a cette altercation un peu qu'elle a eu avec Prince, qu'il avait invité un peu chez lui, où Prince, dans son attitude, littéralement par rapport à certaines, n'était pas content de certains trucs qu'elle disait dans les médias par rapport un peu à lui, je pense, je paraphrase un peu, et que le personnage, qui avait déjà une attitude complètement dégoûtante par rapport à la manière dont elle voyait comment il traitait son frère, un peu comme une sorte de larbin, mais aussi dans la manière où elle n'a pas voulu, c'est comme s'il avait tenté d'avoir des avances sur elle, et littéralement c'est comme si elle a refusé. Et le mec la poursuivait en voiture quand elle voulait fuir de chez lui, et pour la frapper ou ce genre de conneries là, dans des trucs un peu dégoûtants. On va me dire un peu que bon là peut-être la femme exagère, mais je ne pense pas qu'elle exagère, parce que ce type d'attitude là qu'elle décrit, c'est une attitude que j'ai déjà vue, que qui a déjà été décrite par un autre personnage de l'industrie qui est Quincy Jones, justement. Pourquoi je dis ça? Il y a le truc de Quincy Jones là où il expliquait, si je me souviens bien encore, vous vous rappelez le truc de Michael Jackson, Prince et James Brown là, où Prince avait été un peu ridicule sur le truc et tout. Et ben Quincy Jones racontait que après le concert de James Brown et tout, Prince essayait de voir Michael Jackson, pouvoir lui casser la gueule, par rapport à le fait que il a humilié sur le concert de James Brown et autres tout, parce que c'est justement Michael Jackson qui avait soufflé dans l'oreille de prendre
que Prince est aussi sur comment on appelle ça, que Prince est dans son conseil, il faut l'appeler aussi pour venir faire le show. Le mec qui voulait le casser la gueule, le truc, il est venu avec des coups. Ça, c'est une attitude que c'est pas la première fois d'entendre Prince. Donc, c'est pour ça que le truc de Sinéad O'Connor, ça m'étonnerait pas que ça soit vrai. Parce que j'ai déjà entendu des trucs. C'est comme ça que je sais, c'est comme ça que je recoupe l'info. Si deux personnes qui ne se connaissent pas vraiment disent un truc sur une personne, un trait de caractère qu'on voit sur une personne, ça veut dire que c'est vrai. C'est comme ça quand tu commences à... C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle recouper l'info. Et c'est un peu... C'est un truc qui m'a... Bon, ça m'a confirmé, parce que les trucs les anecdotes sur ce personnage-là, c'est souvent des anecdotes imbuvables. Et là même encore, c'est même encore pire, parce qu'on parle même d'une anecdote de quelqu'un qui fait de l'abus. De l'abus, carrément. C'est peut-être qu'on va me dire c'est les années 80, mais quand même. Donc, cette femme-là a vraiment vécu truc, mais aussi, au-delà de ça, elle avait un courage incroyable. Elle avait le courage de ses convictions. Elle a changé de religion plusieurs fois. Elle est passée par la religion musulmane à un moment donné. Elle a fini comme musulmane. Tout complètement quitté par rapport à ça. Et aussi, une autre anecdote aussi qui me plaît, c'est quand elle avait été nominée au firmament vraiment de son succès. Elle avait été nominée au Grammy. Elle avait gagné même les Grammy de la section alternative rock, je pense. Elle s'était... elle avait, je dis pas tatoué, mais elle s'était peint un peu sur le côté l'insigne un peu de Public Enemy, qui n'avait pas été nominé parmi les Grammy et tout, parce qu'elle trouvait que c'était injuste que des artistes comme les Public Enemy, le groupe de hip-hop, les légendaires groupes de hip-hop de tous les temps, ça c'est un groupe légendaire, parce qu'elle était très fan de hip-hop, elle était très fan aussi de la subversion de hip-hop. D'ailleurs, même il y a un son, le son que je vous mets là, même là, qui est un de mes sons préférés, un peu de son premier album Lion et Cobra. Elle avait fait même ça avec MC Lyte, si je me trompe pas. Elle était très fan de la musique noire, elle était très fan de la musique hip-hop, elle défendait toujours la subversion que la musique hip-hop de cette époque-là, bon maintenant c'est n'importe quoi, mais à cette époque-là, la subversion que il y avait dans le hip-hop, elle aimait beaucoup, elle défendait beaucoup ça, défendait beaucoup la musique noire. Et pour une artiste qui avait ce statut-là à l'époque, justement prendre position dans les Grammy pour les faire entendre vraiment que c'est n'importe quoi, elle avait boycotté. Alors qu'elle avait gagné, hein, elle a boycotté alors qu'elle avait gagné. Ça, c'est quelque chose qui me donne vraiment la perspective sur un personnage incroyable. Et c'est pour ça que quand je vois un peu des personnages un peu comme D'Angelo, Fiona Apple, André 3000, qui sont tous des artistes qui ont eu ce type de gros succès, mais qui ont tous, c'est-à-dire pris une voie ou de ne plus être exposés dans l'industrie. Je me demande un peu ce que ces gars-là ont vu dans l'industrie qui les ont fait fuir comme ça. Parce que quand je vois D'Angelo, je vois Terence Trent D'Arby, je vois André 3000, je vois Fiona Apple, je vois plein d'artistes comme ça. Même Tricky aussi à un moment donné, hein. Il a eu aussi ça aussi. Il était destiné à être une superstar, mais c'est comme s'il a refusé ça. Ça me fait pour vous penser, mais qu'est-ce qu'ils ont vu dans l'industrie, qu'est-ce qu'ils ont vu dans cette industrie du divertissement qui était aussi choquant un peu. Ça, c'est les questions que je me pose à chaque fois quand je vois des mecs comme ça qui arrivent à avoir ce type de succès critique et commercial immense, mais font le choix de ne pas continuer là-dedans, de ne pas continuer là-bas et d'essayer de trouver quelque chose de beaucoup plus stable et tout. Sinéad O'Connor, dans sa discographie qui est longue et grande et tout, elle est vraiment intéressante, sa discographie, mais on ne peut pas nier que ces deux albums sont vraiment particuliers et tout. Lion et Cobra et I Don't Know What sont vraiment deux albums fabuleux. Et dans Lion et Cobra, un peu qui avait été, si je me souviens bien, si j'ai bien son Kevin Moloney. Kevin Moloney, c'est un peu,
je dois un peu l'imaginer, c'est l'un des gars qui avait travaillé par les premiers albums de U2. C'était l'ingénieur son de U2, des premiers albums de U2. Et Kevin Moloney, celui qui a pu peaufiner vraiment le premier album de Sidney O'Connor, de Lion and Cobra. Le problème un peu de cet album-là au début, quand elle avait enregistré ça avec un autre ingénieur son, c'est que le label de l'époque essayait dans son mixing et son mastering, essayait de faire quelque chose qui était beaucoup plus pop, c'est-à-dire pop new wave de l'époque. Ce qui ne lui plaisait pas. Et avec justement Kevin Moloney, comme il l'explique un peu sur cet article que vous voyez là devant vous, là, il explique vraiment qu'ils ont dû retravailler ces morceaux de A à Z pour pouvoir avoir un type de son beaucoup plus mystique, beaucoup plus alternatif, beaucoup plus expérimental, beaucoup plus vraiment même spirituel, hein. C'est-à-dire que la musique de Sidney O'Connor, comme vous le voyez même le titre de Lion and Cobra, qui fait référence à un psaume un psaume biblique, le psaume 91 un peu biblique, qui parle vraiment du lion et du cobra là, si je me souviens bien. You Will Walk aussi de faire le rock à l'époque. Et puis il y a l'album phare I Do Not Want What I Haven't Got, qui là elle avait été produit par une légende absolue qui est Nelly Hooper. Nelly Hooper, un peu bon les gens qui suivent la musique, ce nom là, Nelly Hooper un peu c'est le mec qui a participé justement au mixing, au mastering, vraiment des albums qui sont marquants dans l'histoire de la musique. Vous voyez Björk débute, vous voyez cet album magnifique de Sade là, vous voyez le premier album de Massive Attack, Blue Light, et vous voyez aussi l'album de Sidney O'Connor. Cet album là, il fait partie des meilleurs albums de tous les temps. Ça dans des trucs, que des morceaux cultes comme Three Babies, Black Boys on a Moped, I'm Stretching You on Your Grave, même le premier morceau Feel So Different, il est au-delà du génial quoi. Ces albums là, cet album là, moi c'est vraiment l'album de Sidney O'Connor que j'ai suivi le plus. C'est celui que j'ai suivi le plus quand je l'ai découvert il y a 10 ans justement. Je pense que c'était mon petit frère qui m'avait conseillé de l'écouter. Parce que je la connaissais pas. Je l'ai connu, Sidney O'Connor, en 2012. Hein. C'est la première fois, c'est mon petit frère qui m'avait conseillé de l'écouter. Je pense que c'est mon petit frère Christian qui m'avait dit va écouter cette femme-là. Et comme ça que j'avais découvert son histoire un peu particulière et tout, qui m'avait beaucoup marqué. Et c'est vraiment, je pense que c'est son meilleur album. Hein. On va pas faire comme si, parce que la véritable justice. L'histoire remet toujours tout en place. Parce que les gens souvent ils se disent oh moi je veux juste profiter de la vie, faire l'argent, faire le truc, faire tous les bullshit là, après profiter de la vie, tout ça c'est les blagues, nanani nanana. À la fin de la journée tu vas mourir. À la fin de la journée tu vas vieillir et tu vas mourir. Tu n'auras plus, comment on appelle ça, tu n'auras plus l'énergie pour profiter même de la fortune que tu t'es faite. Et à un moment donné, quand tu seras à cette position de vieillesse là, l'important ce n'est plus de savoir j'ai profité, l'important ce sera de savoir qu'est-ce que j'aime faire pour marquer les gens. Positivement. Qu'est-ce qu'ils diront de moi quand on est mort, quand je serai mort? C'est ça qui va faire les trucs là-bas. Ça ne sert à rien d'être milliardaire comme Brother Love et être à la position là où il est là maintenant. Parce que là maintenant, qu'importe qui meurt ou pas, qu'importe ce qu'il a accompli, il a accompli de belles choses, il a accompli de grandes choses. On le retiendra toujours comme ce qu'on a vu là. Moi, ça me dérange même plus s'il est en prison ou pas.
on retiendra ça de lui. Et c'est la pire des défaites qu'il a eues. Qu'importe qu'il soit en prison ou pas, même si on ne le met pas en prison, c'est même pas un problème. Quand on pense à Didi Brother Love, on pensera toujours le truc de Cassie, toujours le truc de truc. C'est ça qu'on pensera jusqu'à la fin de sa vie. Et je suis désolé, ça sert à rien d'avoir des milliards et on te parle de comme ça. Ça ne sert à rien. Ah, le caduc. Le caduc. Tino Konan, elle a gagné le monde. Et son nom a été rétabli dans la justice maintenant. Et ça, comme mon père disait toujours, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et la vérité remet tout, et là, comment on appelle ça? Le temps remet toujours tout à sa place. Si tu as été toujours dans des convictions profondes qui t'ont... tu as toujours été sur le plan de la justice, le temps va te remettre en place. Ça prend tout le temps que ça va te remettre en place. Et les gens qui ont été dans les douilles, le truc, tous ces conneries-là et autres et tout. Tôt ou tard, le nom sera toujours... Votre nom sera sur la boue. Ça prend le temps qu'il faudra. Votre nom sur la boue. Aucun homme n'est... Voilà, à la fin, on va tous finir sur pied, sous terre. Qu'on roule en Mercedes ou qu'on roule en vélo ou en Djangajai. C'est un peu ça. En tout cas, merci à Sydney Konan. Merci pour tout. Merci pour la discographie. Et j'espère qu'elle a enfin trouvé la paix là où elle est. C'est tout ce que j'aurais à dire sur le sujet. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et à plus pour d'autres aventures. There is war. It's a war. Until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. It's a war.